Je vous propose quelques pensées pour guider notre réflexion. Quand on prend du temps pour s'intérioriser, c'est un peu comme avoir un rendez-vous avec soi-même. C'est comme lorsqu'on veut aller visiter un lieu, un jardin, un bord de mer. Comme si on a envie de découvrir ou d'être bien dans un environnement qu'on choisit. Méditer, c'est un peu comme si on avait rendez-vous avec soi-même pour se redécouvrir. Pour juste prendre le temps de revisiter un lieu qui nous est familier, mais un lieu qui redevient nouveau très souvent. Comme lorsqu'on visite un jardin. On le connaît, mais en même temps, il y a toujours des nouveaux petits coins qui poussent, des endroits qui méritent notre attention, des surprises parfois. Être capable d'observer ses pensées, être à l'écoute de soi-même. Mais avant tout, ça demande d'être un peu détaché, de prendre une certaine distance de tout ce qui nous entoure, d'accepter tout ce qui nous entoure, le monde extérieur, les autres, le bruit, mais de prendre une certaine distance par rapport à tout ça. Et même en gardant les yeux ouverts, en étant conscient de tout ce qui m'entoure, du monde extérieur, je prends conscience en même temps de ce qui m'habite intérieurement, mes pensées, mes émotions. Alors je ralentis mes pensées. Je pense lentement. Et j'essaye de rendre mes pensées encore plus belles ou plus puissantes, plus sereines. Pour améliorer la qualité de mes pensées, il est très facile d'utiliser une valeur. Comme par exemple la douceur. Juste vouloir ressentir la douceur. Je pense à des êtres qui représentent pour moi la douceur. Leur façon de parler, leur façon de communiquer avec moi. Et je me dis que ce que j'aime dans la douceur, c'est ce sentiment qu'il n'y a aucune agression, aucun caractère brusque. Je ne me sens pas bousculé. Au contraire, je sens qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, un soin particulier.
une volonté de faire attention. Et je me dis que j'aime bien la douceur. Et j'aime bien ces moments dans lesquels je me sens moi aussi empli de douceur. Cette douceur un peu qui ressemble à celle de l'enfant. Il a juste du temps pour regarder, pour approcher délicatement parfois. Sentir la douceur dans mes sentiments. La douceur de l'esprit. La douceur du cœur. Et je me dis que peut-être la douceur, c'est un peu le début de la bienveillance. Qu'être plus doux avec les autres, c'est d'approcher les autres avec plus d'attention, avec une volonté particulière de ne pas heurter, de ne pas brusquer, de respecter les autres là où ils sont. Approcher les autres avec douceur. Mais aussi savoir être avec moi-même dans la douceur. Avoir cette certaine douceur dans ma façon de penser à moi, dans ma façon de me juger. Être doux avec soi-même. Et je vois que cette douceur, ce n'est pas une faiblesse. La douceur est aussi une force spirituelle. Alors je prends juste quelques instants pour ressentir cette valeur de la douceur et de juste m'en imprégner davantage parce qu'elle est là en moi. Bienvenue, donc les soirées du mercredi visent vraiment à nous permettre de réfléchir sur des thèmes, mais c'est ancré dans l'approche de méditation. Et même si on parle un peu philosophie, des concepts un petit peu des fois, on n'a jamais aucune preuve. Hein, ça on l'avoue d'avance, on n'a aucune preuve dans tout ce qu'on vous raconte. On est peut-être là, complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave, on est très gentil, puis ça coûte pas cher, c'est gratuit. Voilà, hein, franchement, vous pouvez pas vous plaindre quand même. C'est juste qu'on n'a pas de preuves, puis que des fois on est un petit peu osé quand même dans nos propos spirituels, mais le but n'est pas de vous forcer de croire quoi que ce soit. Le but est de nous stimuler à penser. C'est très sincère aussi. Oui, ça c'est, je préfère annoncer déjà dès le départ ce qu'il en est. Parce que moi-même, au début, je croyais que tout ce à quoi je pensais était vraiment vrai. Tu sais, puis je me disais, ah, c'est ça, c'est ça. Puis je me rends compte qu'en vieillissant, on n'a aucune certitude
si ce n'est que celle de ne pas avoir de certitude. Et que les certitudes sont un peu dangereuses. Alors, vaut mieux avoir des pensées et croire en nos pensées. C'est la seule différence, c'est que nous, on aime... Des fois, je dis, j'ai choisi de croire en ça. Au travail, des fois, je leur dis, moi, j'ai choisi de ne pas croire en ça. C'est très pratique. Mais l'idée est un peu comme ça, c'est qu'il faut être conscient de ses croyances. Et puis, la réflexion dans le Raja Yoga, c'est que je suis ce que je pense. Donc, tout commence par nos pensées. Et dans la mesure où nos pensées sont raisonnables, et je pense qu'on propose des concepts en général assez raisonnables, on touche des valeurs universelles, la paix, le bonheur, l'amour, tout ça, c'est assez universel. C'est la formulation et les formules qu'on utilise qui sont un petit peu originales parfois. Ce soir, aujourd'hui, ce qu'on veut aborder comme thème, c'est la destinée. Et est-ce qu'on est maître de notre destinée? Et on parlait la semaine dernière de la loi du karma, donc c'est un peu la continuité. On parle de loi du karma, mais aussi dans le Raja Yoga, on parle de la loi du drama. Et le drama, c'est le mot anglais qu'on aime bien qui signifie la pièce de théâtre. Donc il y a le karma, mais il y a aussi le drama. Et dans notre jargon Raja Yoga, on dit souvent quelque chose se produit, on dit c'est le drama, c'est la pièce de théâtre, qu'est-ce que tu veux? En fait, ce qu'on dit dans la vie de tous les jours, on dit c'est la vie, quoi. Il se passe quelque chose, on dit c'est la vie. J'ai fait un reportage intéressant une fois sur un monsieur qui décédait, puis quand il a appris qu'il allait mourir, sa réaction c'était c'est la vie. Et c'était assez bizarre comment il le sortait, parce qu'il dit, quand le médecin lui dit non, vous avez un cancer, puis c'est pas des cancers qu'on peut traiter. Et il dit moi, ce que je me dis c'est la vie. C'est le paradoxe complet. C'est ce qu'on appelle le drama, c'est la pièce de théâtre. La vie est comme ça. Il y a des choses dans la vie qu'on contrôle, il y en a qu'on ne contrôle pas. Et je pense que là où on peut évoluer par rapport à la semaine dernière, ce qu'on disait, c'est chaque action est comme un investissement. On investit dans des valeurs. On investit. Décider d'agir avec respect, c'est investir dans le respect. Puis le respect, c'est un bon investissement. Et donc, on disait, c'est bien d'avoir des actions dans le respect. Un peu comme à la bourse, là, avoir des actions dans le respect, avoir des actions dans les valeurs positives. Et investir dans les valeurs positives implique qu'il va y avoir des réactions, il va y avoir des récompenses, des intérêts, il va y avoir donc un rendement, il va y avoir une multiplication. Investir dans ce qui est bon amène du bien, amène du bonheur. Investir dans ce qui est mauvais amène automatiquement de la souffrance, la peine, la perte. Et donc c'est vraiment les équations sont très simples, mais elles obéissent. C'est un peu une loi qu'on observe. Si c'est négatif, les choses se passent négativement, on le sait. Et ça, c'est pas, même si on n'a aucune certitude, on sait que en général c'est un peu comme ça. Et on observe que lorsqu'on est plus positif, qu'on est de meilleure humeur, qu'on aborde les choses avec un peu plus d'optimisme, on voit qu'au moins on se sent mieux, puis des fois ça débloque un petit peu les choses. Mais malgré tout, il y a des gens qui sont très positifs, qui voient la vie d'un bon œil, mais qu'est-ce qui leur arrive comme tuile sans arrêt? Tu te dis, voyons, c'est une bonne personne, elle fait du bien, elle a aidé sa grand-mère, elle a aidé le voisin, elle a planté des tulipes, mais malgré tout, il lui arrive des malheurs. Et dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on contrôle pas. Et donc, il y a une partie, dans notre façon de voir la vie, on dit, il y a une partie de ma vie qui est la création que je fais moi-même dans ma vie. Mon karma, mes actions, les réactions. Mais je ne suis pas tout seul sur Terre. Puis, moi, si je pouvais contrôler ce qui se passe au sud de notre frontière, ça me ferait plaisir d'aider un petit peu. Mais bon, apparemment, c'est pas tout à fait... D'abord, on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas demandé. Alors... Puis on ne peut rien faire, je veux dire, il y a des choses qui nous dépassent, on ne peut pas contrôler le monde, c'est clair. Alors, des événements peuvent se produire, auxquels je n'aurais pas participé nécessairement. Si demain il y a une tornade, je ne sais pas rien, c'est pas moi qui ai créé la tornade, mais je vais la subir par contre. Si je gagne à la loto, peut-être j'ai acheté un billet, donc j'ai quand même une responsabilité.
Mais, tu sais, quand il fait beau, on est heureux. J'ai été faire des courses tout à l'heure, puis je disais à la caissière, je dis, ouais, ça doit vous faire du bien d'avoir un peu de soleil, être devant des... Elle dit, c'est surtout que les clients sont tellement plus sympas. Je me disais, ah, action-réaction, c'est vrai, il fait beau, les clients sont sympas, la caissière est heureuse. C'est lié, il y a un lien, évidemment. Et donc, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est quoi? Ben, c'est les choix qu'on fait au quotidien, c'est notre capacité à répondre à ce qui nous arrive. Et ça, on pourrait penser qu'on n'a pas le contrôle sur ça, alors qu'en fait, on peut apprendre à augmenter ses habiletés et ses capacités. Et c'est vraiment la dynamique spirituelle qu'on va essayer de générer, qui est de pratiquer certaines valeurs jusqu'à ce que ça devienne une spécialité. Et on peut pratiquer le respect. Il y a toujours des gens qui vont venir sur votre chemin qui en fait sont des professeurs déguisés, on dit toujours ça, ils sont des espions totaux, envoyés spécialement sur Terre dans le seul but, c'est de vous mettre à l'épreuve. C'est leur mandat premier. Ils ont quitté, je ne sais pas quel monde, quelle planète étrangère, puis on leur a dit, là, tu sais, lui, là, il faudrait qu'il y ait un peu plus de respect. Tu vas le mettre à l'épreuve, tu vas l'engueuler tous les jours, tu vas vraiment le mettre à l'épreuve pour voir s'il peut développer. Je plaisante complètement, ça c'est absolument faux. Mais des fois, on dirait que c'est un peu ça, quoi. Il y a des gens qui viennent sur notre chemin, puis on se dit, ben voyons donc, insupportable, intolérable, détestable. Si on pouvait s'en éloigner, on le ferait. Mais on l'a pas compris. C'est mon professeur de respect ou mon professeur de tolérance. Et il est vraiment bon. C'est un bon professeur parce qu'il est sélectionné spécialement pour moi. Il vient spécialement pour m'enseigner à être tolérant. Et si je ne l'ai pas reconnu comme mon professeur de tolérance, ben, je vais être intolérant. Je ne supporterai pas sa présence. Mais si je me rends compte que, ah, ok, toi, c'est ça, t'es mon prof de tolérance. D'accord, ok. Ok, tu demandes combien d'ailleurs pour... Non, c'est gratuit. C'est moi qui vais te payer. Si tu réussis le cours, je te paye. Et là, quand on accepte que certains événements ou certaines situations ou certaines personnes vraiment ont la capacité de devenir mon enseignant pour me permettre de m'améliorer, on les accepte davantage. Mais il faut avoir au départ la volonté de s'améliorer. Il faut avoir la volonté d'être plus tolérant. Il y a des gens à qui vous demanderez, est-ce que tu aimerais ça être un peu plus sympa dans la vie, toi? Non, moi, c'est très bien comme ça. Les autres, par contre, ce serait bien que les autres s'organisent un petit peu. Mais eux, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais t'aimerais pas ça être quand même plus tolérant, tu sais, comme au quotidien, avec moi, tu sais, non, ça n'a pas traversé l'esprit qu'ils pourraient peut-être changer quelque chose. Il y en a qui n'ont pas d'objectif spirituel. Tout le monde ne fait pas le rapport entre mes valeurs et mon bonheur. Tu sais, c'est comme mes valeurs, peu importe. Par contre, mon bonheur, j'en veux. Un jour, on va dire, excuse-moi, mais c'est que ton bonheur, c'est le fruit de tes valeurs. Donc, si tu n'as pas de bonnes valeurs, ben, ton bonheur, il ne sera pas facile. Si tu es toujours en colère, toujours irrité, irrespectueux, intolérant, incapable d'accepter le moindre changement, incapable de t'adapter, c'est évident que tu ne seras pas heureux. C'est évident, là, mathématiquement, on ne peut pas être heureux comme ça. Les gens heureux sont des gens qui arrivent à naviguer dans les relations, dans les situations, avec une philosophie de vie qui fait que, regarde, je m'adapte. C'est pas mon choix, mais okay, je vais trouver une façon. Tu sais, ils contournent, ils jouent avec tout ça pour protéger leur bonheur. Et ils attirent à eux, par la suite, évidemment, dans la loi du karma, on investit, on reçoit. Ils attirent plus de situations positives. Alors, dans ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on peut faire, c'est augmenter notre habileté et notre capacité. Et ça vient par la pratique. Et si on pratique des valeurs petit à petit, bien, elles deviennent des spécialités. Puis devenir une spécialité, ça veut dire que, un, les gens le reconnaissent, puis deux, on aime nos spécialités, non? Avez-vous des spécialités que vous aimeriez le plus avoir? Pensez-y, d'après moi, vous n'en avez pas. On est fiers de nos spécialités. Si vous savez faire les meilleurs croissants en ville,
puis que c'est connu, là, vos voisins, tout le monde, les beaux-parents. Ah non, là, c'est croissant, là. Il faut que tu manges ces croissants. Est-ce que vous seriez intéressé un jour à dire, ah, faut plus que je fasse de bons croissants, là. Faut que j'arrête de faire des bons croissants, là. C'est vraiment pas bon pour moi. Non, c'est correct de faire des bons croissants. Par contre, si votre spécialité, c'est de toujours brûler tout ce que vous cuisinez, ça, c'est peut-être bon de changer de cette spécialité. Puis dire peut-être que finalement, manger du brûlé, c'est pas trop. On veut pas ce genre de spécialité. Hein, c'est intéressant ce qu'il y a cuisine, c'est toujours brûlé, par contre. C'est ça le problème. On veut pas cette spécialité. Mais nos vraies spécialités, ce qui se passe, c'est que ça devient un talent, ça devient une qualité, ça devient un cadeau qu'on fait aux autres. Quand on a des spécialités, on les utilise souvent pour ajouter du plus dans la vie de tous les jours. Et la spécialité fait qu'elle construit notre bonheur. Quand on a des spécialités, plus on en a, plus on est capable de s'ajuster aux situations et d'être capable de maintenir le bonheur. Donc la réaction qu'on peut avoir face à ce qu'on ne contrôle pas vient de notre capacité spirituelle et de nos habiletés spirituelles. Et c'est là où la méditation devient en fait le terrain fertile pour faire pousser ces choses-là. On parlait tout à l'heure dans le commentaire de douceur. Si on ne réfléchit pas à la douceur, il y a très peu de chances qu'on améliore notre douceur. Moi, je dis souvent, les gens, ils sont un peu comme du papier sablé. Il y a plusieurs grades, il y a plusieurs numéros. Hein? Vous connaissez les papiers sablés? Il y en a, c'est des très, très gros grains. Alors, essayez ça sous la douche, vous allez voir, c'est pas très recommandable. Sur la peau, ça fait très mal. Du papier sablé, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, du papier sablé. Très gros grains, là. C'est très utile. Il y a une fonction pour ça, c'est très bien. Mais si c'est pour développer la douceur, pas recommandable. Et il y a des gens, ils sont un peu comme du papier, je ne connais pas les numéros, mais il va sûrement y avoir une terminologie, là, du 1, du 10, je ne sais pas quoi. Mais ceux qui sont comparables à du papier sablé à gros numéros, tu ne te frottes pas trop à eux. Tu les approches de loin, puis tu sais quand prendre ta distance, parce que très rapidement, leurs paroles, leurs gestes, leur attitude devient comme du gros papier sablé. Oh non, ça fait un peu mal. Ça, c'est pas ce qu'on appellerait la douceur. Il y en a dont ils sont à l'extrême opposé. C'est vraiment de la soie. D'ailleurs, c'est ce qu'on va dire. Hein? On va dire d'une personne, ah, elle, là, c'est une soie. Tu dis pas, elle, ah, c'est un papier sablé. Tu sais, non. C'est pas une qualité de dire, elle, c'est une vraie papier sablé numéro 10. Tu vois ce que je veux dire, là? La râpe. Tu veux pas te faire comparer à une râpe. C'est pas une qualité comme ça enviable. Par contre, de se faire dire, on est une soie, ok, là, on comprend. Tu sais, ça veut dire que tu peux t'approcher, il n'y a pas de danger. Tu peux être soi-même, tu ne seras pas jugé. Tu peux dire quelque chose, tu ne seras pas rejeté parce que tu as dit quelque chose. Ça, c'est de la soie. Et non seulement ça, c'est que la soie, tu as envie de t'y frotter. Tu veux aller te coller à la soie. Puis il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont doux. Ils ont ça naturellement. Mais ça s'acquiert, la douceur. Un exemple, moi, j'apprends toujours, d'ailleurs, à améliorer l'écoute. Quand les gens nous parlent, savoir écouter. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, on se rend compte très rapidement que ça demande beaucoup d'attention, l'écoute. C'est pas si facile. Et puis, vous connaissez toutes les théories, l'écoute active, l'écoute passive, etc., empathique, blablabla. Vous pouvez piger dans plein de formes d'écoute. Mais se demander comment j'écoute, c'est quoi ma capacité d'écoute? Je tiens combien de temps à écouter avant de ne plus me retenir puis de devoir absolument amener mon idée? Vous tenez combien de temps sans parler? Ça dépend de ce que raconte l'autre, remarque. Tu vas me dire, je comprends. Il y en a que tu n'as pas envie d'écouter, puis c'est correct aussi. Mais quelqu'un me faisait une remarque récemment, me disait en traversant une situation, il m'a dit, c'est bizarre, j'en parlais il dit, j'ai pris un petit déjeuner avec quelqu'un qui est soi-disant très élevé dans la hiérarchie spirituelle, puis il me dit, ce que la personne a fait pendant tout le petit déjeuner, c'est blablabla, bla, moi. Je dis, ok. Donc il a dit, c'est bizarre, aucune écoute, quoi.
pourtant, c'est quelqu'un qui a un gros titre spirituel, blablabla. Et puis il me disait, on faisait juste marcher ensemble, puis moi, sans faire attention, après 1 minute ou 2, je me demande, puis toi, qu'est-ce que tu fais de beau, hein? Qu'est-ce que tu veux faire vivre dans ta vie, c'est quoi tes trucs? Je faisais parler, quoi. Sans me rendre compte, qu'il me dit, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent écouter les autres, qui font parler les autres pour les écouter. Pas parce qu'on veut les commérages, là. Puis qu'est-ce qu'elle a dit, puis qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça, c'est pas... ça, c'est de l'écoute de mes mères. C'est du gaspillage auditif. On parle pas de la même chose, hein? On parle de l'écoute, puis t'es heureuse, ça va, la vie, tu vas bien? Est-ce que quand on pose la question, ça va, est-ce qu'on veut vraiment entendre la réponse? Ou en fait, c'est une question qui veut dire, ne me réponds surtout pas. Je te fais juste un acte de politesse. Alors, juste un exemple, hein, mais l'écoute, pour moi, est un espace dans lequel, à un moment donné, on va avoir besoin de douceur. Pour que l'autre s'exprime plus loin, il faut que mon écoute soit douce. Il y a des gens, ils ne savent pas écouter. Dès qu'on leur parle, tu sens très bien dans leur tête qu'ils sont déjà en train de penser à eux. Moi, je veux leur raconter, moi j'ai une voisine, elle est vraiment fatigante, elle met de la musique forte, puis etc. Puis eux, ils sont déjà en train de penser à leurs voisins, ou aux voisins qu'ils ont eus, ou à d'autres choses. Ils ne sont pas du tout dans l'empathie, là. Ils sont juste en train d'attendre l'occasion, la fin de phrase pour dire « Ah, moi aussi, écoute, j'avais une voisine, là. » OK, donc tu ne m'as pas écouté du tout. Donc, à un moment donné, t'arrêtes. Tu dis, OK, tu veux juste parler, toi, de tes voisins, puis c'est pas grave. C'est juste des questions de voisinage. Mais quand vient le temps de parler de choses profondes, comment est-ce que moi, je sais écouter quelqu'un qui va peut-être pas très bien? Quelqu'un qui a peut-être reçu des mauvaises nouvelles? Quelqu'un qui est anxieuse? C'est quoi ma capacité d'écoute? Et là, dans cette capacité d'écoute, la douceur est importante. L'autre veut sentir qu'il n'est pas en train de se frotter à du papier sablé. L'autre veut sentir que dans mon oreille, il y a une douceur et que j'accueille ce que l'autre me dit avec douceur. Tu sais, quand on décrivait tout à l'heure, la douceur, c'est je veux faire le bien à l'autre. Tu sais, quand tu veux, j'avais du mal à décrire le mot, mais tu sais, c'est comme si tu veux toucher une fleur, tu sais que la fleur, tu fais attention, là, c'est délicat. Tout à l'heure, je mets ma main dans ma poche, puis étrangement, je sens quelque chose très rapidement, puis c'est une coccinelle, je ne sais pas comment elle est arrivée, puis j'ai sorti une coccinelle de ma poche, je dis « Wow, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, comment t'es rentré là-dedans? » Et je me suis retrouvé avec des gros doigts, puis la petite coccinelle. Puis évidemment, la dernière chose que tu veux faire, c'est « cric, oups, sorry. » Tu as besoin de beaucoup de douceur avec une coccinelle, puis tu veux pas la tuer, tu veux... D'abord, j'avais peur de lui avoir fait mal. Elle a dû juste rentrer dans ma main quand je la mettais dans ma poche. Puis c'était tellement joli de sortir de sa poche une coccinelle. Je disais, wow, bienvenue. Écoute, c'est pas ce que tu fais dans ma poche. Puis là, de juste vérifier qu'elle est en vie, puis de lui redonner un support. Ça demande beaucoup de douceur de manipuler une coccinelle. L'accueil des gens, des fois, il faut sentir, regarde, c'est une coccinelle, là. La personne est tellement fragile, si je serre, je l'écrase. Si je dis la mauvaise chose, elle va se fermer complètement. Si je n'utilise pas les bonnes paroles, je vais lui faire de la peine. Alors, faire attention, il faut être très doux, pas faire de peine, pas heurter, etc. Puis, pas toujours, mais des fois, si on veut vraiment avoir de l'écoute, ça demande un art quand même d'écouter. C'est juste pour donner un exemple de... Qu'est-ce que veut dire investir dans une qualité? Et quand on découvre, si quelqu'un, par exemple, vous dit toi, c'est drôle, mais t'as remarqué, t'es raide, hein, en général, t'es quand même assez raide avec les gens. Ah bon? Moi, j'aimerais pas trop me faire dire ça, mais on m'en a dit des semblables, donc je ne prends pas exactement ce qu'on m'a dit pour pas que vous le voyez, mais... Ça aurait pu être ça. Mais quand on dit, t'es un peu raide avec le monde, moi, si on me disait ça, je pense que j'irais devant un miroir là, spirituel, puis je me dirais, ah bon, moi je suis raide avec les gens. Et j'essaierais de trouver en quoi est-ce que je suis raide. Quelqu'un m'a dit quelque chose l'autre jour, mais c'est enregistré. Hein. Je sais pas si je peux dire ton nom. Quelqu'un m'a dit quelque chose, et puis depuis, je m'observe en train de me dire,
OK, si l'autre a vu ça en moi, puis c'est pas une qualité dont je serais très fier, c'est pour ça que je veux pas la mettre dans dans le micro, mais je me dis, OK, est-ce que je suis vraiment comme ça? Et là, je m'observe. Tu sais, et je me dis, ouais, il y a ce petit trait de caractère. Puis on est toujours, si on veut s'améliorer, on est toujours très reconnaissant quand quelqu'un nous pointe du doigt un défaut. Puis quand c'est fait gentiment, puis entre amis, ben moi je me dis, tant mieux, merci de me le dire. Tu sais, et là, ça me fait évaluer un peu ma relation avec l'autre, qu'est-ce que je cherche, c'est quoi mes intentions dans la relation, est-ce qu'il y a de la séduction, est-ce que j'essaye de faire plaisir, est-ce que j'essaye de me faire apprécier, tu sais, sans devenir un peu paranoïaque à chaque fois que je dis un mot, tu sais, ou qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de dire, attends, comment ça va, attends, je réfléchis, je te réponds tout de suite, ça va, ouais, ça va, de peur de, tu sais, non, faut être quand même normal. Mais la question, c'est de se dire, qu'est-ce que j'essaie de développer comme valeur et comme qualité? Parce que quand on change nos façons d'être, toutes ces nuances dans les qualités, dans les valeurs, dans les vertus, ben c'est là qu'on change la trajectoire de notre vécu. Et si j'accentue la douceur, ben je vais peut-être avoir une influence sur une vingtaine de relations. Tu sais, je vais peut-être juste penser douceur, mais sans m'en rendre compte, je suis en train de changer la relation que je vais vivre dans 4 ans avec quelqu'un. Parce que je suis en train d'accumuler une douceur sans savoir que dans 4 ans, la personne que je vais rencontrer, si je n'avais pas développé cette douceur, ben cette relation pourrait être très destructrice. Mais parce que tout à coup, 4 ans plus tard, je suis devenu quand même assez doux, ben en fait, la relation devient fructueuse, devient très belle. Donc, je ne m'en rends pas compte de ce que je suis en train de faire dans le futur. C'est là où j'arrive sur le thème du soir, mais c'est comme un long détour, mais j'avais quand même un but en tête, de dire que la destinée, ce que je peux contrôler, vient de cette culture des valeurs. Et quand on les développe, quand on les pratique, n'hésitez pas à bouger votre chaise, hein, j'aime bien voir un beau sourire. Alors il y en a que j'en ai 2 comme ça, c'est bien. Ceux qui sont en ligne, vous ratez tout ça. Alors c'est l'inconvénient d'être en ligne. Vous ratez tous les sourires qui sont dans la salle ce soir. Donc l'idée, c'est que quand on développe ces qualités-là, elles deviennent des spécialités, et en les utilisant, ben, elles deviennent finalement nos sources d'investissement. Et c'est là où ça devient tout à coup des expériences que je fais aujourd'hui, mais qui vont avoir un impact dans le futur. Je regarde sur ma vie et je me dis, moi je ne serais jamais qui je suis aujourd'hui si ce n'était pas d'avoir passé une 30aine d'années à vraiment, avec comment on appelle ça, le marteau et le pic, là, de travailler sur moi, puis de couper des bouts, puis de dire, ouais, ça dépasse pas mal. Tiens, ok, ah, ouais, bon, ça fait mal, mais c'est mieux comme ça. J'ai mis du gros papier sablé au début, il a fallu enlever moi, je suis passé par des râpes spirituelles. Ça prenait des râpes avec des gros trous pour corriger pas mal d'imperfections. Puis après, on y va dans le papier de plus en plus doux, puis on espère polir à la fin pour que le but, c'est, avant de mourir, d'être un vieux sage, bien poli, bien doux. Tu sens que vraiment le temps a fait son travail, que il y a des belles formes, tu sais, c'est harmonieux, etc. Mais il y a un but, il y a un but dans tout ça. Et c'est clair que quelqu'un me disait d'ailleurs gentiment ce week-end, elle me disait heureusement que tu as viré un peu spirituel, parce que devant tu serais mort, probablement que tu serais drogué ou je sais pas quoi. J'ai dit, ah bon, tu penses ça? Belle idée de moi, ça. Elle me disait heureusement que t'as bien tourné quand même. C'est pas fini, là, c'est pas fini. Ça peut, la belle statue, là, je peux faire un coup de trop puis tout casse. C'est jamais fini avant la fin. Donc, faut pas trop crier victoire avant la fin du monument. Là, tu peux toujours tout casser avant la fin. Mais l'idée était de dire, ouais, non, c'est vrai que un investissement spirituel, on n'a pas idée de ce que ça va donner dans 20 ans. On n'a pas idée. Honnêtement, puis ma famille pourrait vous le dire, quand j'ai commencé, je pense pas qu'au départ, j'étais équipé pour créer à long terme
des relations aussi belles avec les gens que j'aime beaucoup, là, ma famille proche, que ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Et entre autres, j'avais une grosse bosse, moi je pense, sur ma statue au début, vraiment une grosse bosse, pas jolie du tout. C'est vraiment l'intolérance. J'étais vraiment intolérant, mais envers tout le monde, quoi. Puis même envers moi-même. Je me supportais pas. Donc ça part mal. Et ça a été raide de faire face à son intolérance, de se rendre compte, honnêtement, que je suis pratiquement raciste, des préjugés énormes envers pas mal de monde. Et j'en ai parlé ouvertement aussi récemment, par rapport aux sans-abri, aux gens plus démunis de la rue, je me pensais assez spirituel, jusqu'à temps que je fasse justement un reportage sur ces gens-là, et que je sois donc obligé de les confronter pendant plusieurs jours. Et de me rendre compte que, j'avais pas vu ça du tout, là. J'avais mon degré d'humanisme était théorique, mon ami, là. C'était tout dans ton petit laboratoire aseptisé, mignon, tout beau, Ikea, avec tes petits parfums et tes machins. Là, c'était très beau, ton idée. C'était pas concret du tout. Et le moment où tu passes du temps avec un squeegee, puis tu vois la beauté de l'être, la vulnérabilité, la fragilité de l'être, puis la douceur, puis plein de choses en l'être, puis tu te dis, OK, je pense que j'avais pas compris ça. Je pense que j'avais pas vu ça, puis j'avais pas soupçonné ça. Pour moi, ça a été un gros, on dit en anglais, eye-opener. C'était une belle réalisation de redécouvrir que je pouvais encore aller plus loin dans ma vision de l'autre, puis de découvrir, j'en ai des préjugés. J'en ai des jugements encore. Sophistiqués, élégants, je suis poli quand même, je donne 20 sous. Mais dans le fond, là, non, j'avais encore des préjugés. Alors, on est confronté à nos préjugés. Moi, j'ai habité 8 ans à Outremont. Tes préjugés, ils sont au quotidien devant toi, là. Puis tu es obligé de confronter ça. Et je lance au défi pas mal de gens de me dire qu'ils n'ont pas de préjugés. On ne connaît pas son voisin. Et ça demande beaucoup d'efforts, la tolérance, l'acceptation, le respect, le non-jugement. La tolérance ne peut pas être là sans non-jugement. C'est dur de ne pas être juge quand on se pense le meilleur juge au monde. Ça demande un gros travail, presque d'abnégation de soi, quoi. D'humilité. Ouais, d'humilité aussi, beaucoup. Donc tout ça pour dire que il y a du travail à faire. Je pense que ça, la conclusion, là, c'est qu'il y a du travail à faire. Et si on fait le travail, c'est ça, la destinée, tout simplement, c'est elle devient, on la façonne. Si on fait rien, puis qu'on se dit, tiens, moi, je vis ma vie, vivre et laisser vivre, très bien, on va respecter ça aussi, c'est des choix de vie. Des fois, j'envie, moi, ceux qui n'ont aucun but spirituel. On dit l'ignorance, ignorance is bliss, là, en anglais. L'ignorance, t'es vraiment heureux dans l'ignorance, c'est sûr. Casse-toi pas la tête, t'es sûr, mon ami. Là, tu vis innocemment, tu rentres dans tout ce qui bouge, tu défends ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Bravo, écoute, la vie est sûrement plus facile comme ça. Le jour où tu décides d'être un peu plus évolué spirituellement, tu te dis, wow, ok, ça demande des efforts, il faut que je fasse des efforts. Et si on ne fait pas d'efforts, si on ne fait rien, c'est sûr, notre destinée, il faut espérer avoir eu du bon karma depuis longtemps, puis d'avoir un bon compte en banque pour encore les prochaines années. On ne sait pas. Alors, ce qui nous arrivera, qu'on ne contrôle pas, ça va arriver. Mais au moins, si je peux investir aujourd'hui pour qu'il m'arrive des choses de mieux en mieux, ça, c'est entre mes mains. Et moi, c'est là où je vois la portion de ma destinée sur laquelle j'ai quand même une emprise. Et je ne pense pas avoir une emprise sur toute ma destinée. Mais j'ai une emprise sur une partie de cette destinée. Et cette partie-là, elle est simplement entre mes mains dans la qualité des valeurs que je pratique, que je développe. Et il y a du bonheur dans ce travail. J'ai pas parlé de tennis aujourd'hui, hein? Non, ça doit pas bien aller, là, non. Normalement, j'en parle tous les 10 minutes. Maintenant, c'est donc la pause tennis. Je jouais avec un ami, évidemment, l'autre jour, qui me disait,
Et il me dit, ah ben, il dit, depuis il a repris le tennis, je pense, parce qu'il m'en a entendu parler beaucoup, beaucoup. Puis il dit, bon, on va-tu jouer à un moment donné? Alors, il commence à jouer, puis là, il est aussi drogué que moi, ce qui est très dangereux. Je me demande ce que j'ai fait d'ailleurs. Je peut-être pas moi, mais bon, il est drogué, comme moi. Et on jouait, et puis il me dit, tu vois, avant, j'allais beaucoup au gym, puis il dit, à chaque fois que je devais aller au gym, c'était, faut que j'aille au gym. Puis il dit, maintenant, quand je me dis, je vais jouer au tennis, yeah, j'ai envie de jouer au tennis. C'est une grosse différence. Il y a des efforts spirituels qui vont nous paraître comme, faut que je tolère. Ça, c'est pas le bon sport spirituel. Là, vous êtes au gym spirituel, c'est pas une bonne idée. Il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas une version spirituelle? Faut que je tolère. Yeah, super, j'ai envie. C'est quoi la différence? Hein? Parce qu'il y en a une. Soit on doit se développer spirituellement par obligation. C'est pas une bonne idée. Et ça devient un peu comme le gym, pour ceux qui n'aiment pas ça d'ailleurs. Moi, j'ai jamais très très aimé ça. Puis c'est vrai quand ils disent, faut que j'aille au gym. Puis ça me tente pas. Moi, j'ai jamais eu le sentiment de, ça me tente pas d'aller jouer au tennis aujourd'hui. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Je pense que ça me tentait pas, j'irais pas. Par contre, ça me tente tout le temps. C'est le problème. Tu m'appelles à 2 heures du matin, j'ai un terrain de libre. Yeah, j'arrive. Je suis plus fatigué. On est très occupé, mais jamais trop pour certaines choses. Et je me dis, si notre spiritualité peut être comme ça, c'est qu'il faut y avoir du plaisir. Il faut se dire que la pièce de théâtre, le drama, c'est un jeu. Et si on essaye de voir notre développement personnel, notre cheminement personnel comme, tu sais, on dit ceux qui gagnent de l'argent, ils sont pas fatigués. Si tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires, puis tu sens que tes affaires vont vraiment bien, ton business est en pleine expansion, tu en as de l'énergie. Si tu es en train d'aller dans le trou, tu es dépressif, puis là, ça va pas bien du tout. Mais si tu fais beaucoup, tu gagnes beaucoup en revenus, tu en as de l'énergie, c'est motivant, etc. C'est ça la spiritualité. Si on sent que chaque investissement que je fais, j'en tire des profits, ça me rend plus heureux, je me sens mieux. Moi, souvent, avec la méditation, j'ai l'impression d'avoir une perceuse dans le front. Là, c'est vraiment au centre du front. Tu sens l'âme. Tu sens comme, waouh, il y a de l'énergie, là. Et ça vibre. Moi, quand j'ai des très, très bonnes méditations, c'est évident que la méditation se termine. Tu vas marcher dans le parc, tu marches tout au travail. Tu sens ça déménage, là. Quand il n'y a pas de méditation, ça va pas. Tu marches, puis tu es comme... je pense que je vais prendre un taxi, finalement. T'es fatigué, il n'y a pas d'énergie. Ça va pas, là, c'est pas le fun. Mais quand l'énergie est là, tout devient intéressant. Et moi je sens la différence d'être... l'expression que j'aime bien, moi, c'est être spirituellement actif versus non actif, spirituellement non actif. Et quand on est spirituellement actif, c'est-à-dire quand on sent que les valeurs vibrent, on sent l'intolérance. Ah non, j'accentue la tolérance, cool. Un peu de douceur ici. Ah, là, il y a besoin d'écoute. OK, j'en écoute. OK, là, il y a besoin un peu de vie. OK. Quand on maîtrise un peu l'orgue de tous nos valeurs, comme ça, puis qu'on joue les pieds, les mains, tu tiens les pitons, puis t'es là. C'est le fun, tu sais, il y a de la vie. Tu sens qu'il y a vraiment un pouvoir. Tu sens qu'il y a de la synchronicité, tu sens que les gens répondent, les trucs arrivent, les trucs vont bien. Moi, je le sens comme ça. Puis le moment où, souvent, c'est par inattention. Tu sais, on est un peu surchargé, on mange pas très bien, paquet de chips, on le fait au complet. Là, c'est très mauvais signe. On passe plus de temps à regarder la télé qu'autre chose. Tu sens que là, t'es pas branché aux bons endroits, là. Mais au début, tu t'en rends pas compte, parce qu'on est encore sur le buzz de la charge précédente, mais quand ça tombe, des fois c'est un peu tard. Et là, on commence à avoir des pensées un peu négatives, puis là, on s'en rend pas compte, puis on descend. Là, on n'est plus actif spirituellement. Et après, c'est compliqué parce que la force va vers la descente, puis d'arrêter ça, puis de remonter, faut encore mettre 2 fois plus d'efforts. Je sais pas s'il y en a qui ont des grosses allergies, pas en ce moment, mais plus tard ça va venir, des grosses allergies. Les petites pilules, ça fait rien du tout. Donc c'est un produit qu'il faut prendre, puis le produit, il prend 2 jours à faire effet.
Et souvent, je me fais avoir parce qu'à un moment donné, je me dis, oh, ça va bien. C'est bon, là, c'est parfait. Puis j'arrête de prendre le produit. Puis ça va bien pendant encore un jour parce que l'effet dure. Puis dès qu'à un moment donné, la crise arrive, tu peux rien faire. Parce que quand tu as une crise d'allergie, ça coule, puis t'as beau te mettre tout ce que tu veux dans le nez, ça prend 2 jours. Alors pendant 2 jours, tu tolères la crise. Et la spiritualité, je pense qu'elle est pareille. Quand ça tombe, ok, tu peux méditer, mais non, ça va prendre 2 jours, là, ta méditation, pour remonter un petit peu toute la machine. Alors l'investissement spirituel, il est comme ça. Il se fait au quotidien, dans la pratique. Et l'idée, c'est que plus j'investis dans ces valeurs-là, plus ça devient des habiletés, ça devient donc une capacité plus grande, et là, ça devient une spécialité. Puis quand c'est ma spécialité, je pense que là, ça devient la trajectoire de ma destinée. Et c'est la spécialité qui crée la destinée, positive ou négative. Et la spécialité, c'est qu'elle est mieux que juste une habileté ou une capacité augmentée. La spécialité, elle devient inhérente à moi, elle devient une partie de moi. Je ne peux pas ne pas agir avec cette spécialité. Et cette spécialité, c'est le fruit de tous mes efforts spirituels. Et plus on a de spécialité, plus on dessine une destinée, je pense, qui est en accord avec cette spécialité. Et le tout se fait évidemment après dans une expérience de bonheur. Alors voilà, je partage ma recette des muffins de la destinée du bonheur. C'est à peu près ça. Ce soir, la recette des muffins du bonheur selon la destinée. C'était la suite de la loi du karma qui devient la loi du drama, la loi de la pièce de théâtre. Et je deviens un acteur dans tout ça et je joue mon rôle. Avez-vous j'ai parlé trop vite peut-être, non? C'est parti comme... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, suggestions, qui veulent me faire prendre conscience d'un problème que j'ai? C'est le temps, j'accepte. Peut-être qu'en ligne, il y a des gens qui veulent suggérer quelque chose ou poser des questions. Vous voulez qu'on médite là-dessus? Parce qu'on peut prendre du temps pour réfléchir à ça et faire une expérience aussi. Alors, on va prendre un bon 10 minutes là, pour méditer ensemble. Alors, je suggère au départ de juste donner à votre corps le signal que « Hey, body, là, méditation ». Donc, dodo, c'est plus tard. Ça, c'est méditation. Mais en même temps, donner le signal à son corps qu'on va injecter physiquement une énergie de bien-être, une énergie positive même dans le corps. Donc on va prendre juste 1 minute ou 2 pour vraiment apprécier cette relation qu'on a avec notre corps. De se faire du bien, c'est souvent commencer par faire du bien à notre propre corps. On sait que si le corps se régénère pendant le sommeil, qu'il reprend des forces pendant le sommeil, mais le corps peut aussi retrouver un équilibre dans la méditation. Et même si la méditation est un exercice de l'esprit, il permet de réaligner toute l'énergie du corps. Juste être capable de sentir qu'on détend tous les muscles du corps. Et sans s'en rendre compte, de ne plus avoir de tension palpable dans le corps. Ça aura même un effet sur l'estomac, sur le cœur, les poumons. Tous ces organes qu'on ne voit pas, mais qui sont au cœur de mon corps. Donc j'imagine comme si mon corps était envahi d'une énergie lumineuse. Comme si mes pensées propageaient toute une lumière dans le corps. Une lumière de guérison.
une lumière de bien-être. Et j'essaye de visualiser littéralement comme si mon corps s'emplissait de lumière. C'est purement une dimension d'énergie. L'âme émet des ondes, des vibrations. Et quand moi, l'âme, je suis conscient des vibrations que j'émets, ces vibrations se propagent dans tout le corps. J'essaye de continuer de visualiser tous ces champs énergétiques dans le corps, comme si je faisais du bien au corps, de l'intérieur. Comme si je libérais mon corps de toutes les tensions. Et mon corps peut redevenir naturel. Parce qu'en fait, toutes les tensions que le corps ressent viennent pour la plupart de l'esprit. Ce sont mes pensées d'anxiété, d'inquiétude, de peur, crée toutes les tensions dans le corps. Et avec des pensées calmes, des pensées sereines, tous mes muscles se détendent. Et je peux le sentir dans la respiration. Je ressens que ma respiration devient ample, pleine, entière. Profonde. Et c'est comme si mon corps étant détendu, il peut accueillir la vie pleinement. Le cœur, les poumons, le cerveau. Toutes les parties du corps finissent par accueillir la vie. Le rythme devient naturel, sain. Comme si j'avais arrêté d'émettre des toxines dans mon corps. Il peut finalement fonctionner au naturel. Et ce simple sentiment d'avoir redonné au corps une détente, un certain abandon, me fait prendre conscience que mon esprit est tout à coup encore plus libre. Je peux laisser mes pensées danser dans mon esprit. Je réalise que je n'ai aucune pensée négative. Et cette détente intérieure fait place à la bienveillance,
une bienveillance naturelle. Je veille sur le bien. Je veille sur mon propre bien et sur le bien des autres. Comme si je devenais un peu le gardien d'une flamme, le protecteur de la flamme. Et cette bienveillance me donne une très grande confiance en l'avenir. Et je sais que cette bienveillance peut tracer le chemin du futur. La bienveillance peut me guider. Et à chaque moment, si je demande à la bienveillance, je sais qu'elle saura me guider, me conseiller. Et cette bienveillance, c'est seulement de vouloir être bien avec moi-même, avec les autres et avec le monde. Être bien avec la nature. Alors je laisse pendant quelques instants ce sentiment de bienveillance ce sentiment d'être le gardien du bien. Ce sentiment de ressentir le bien. Je laisse ce sentiment prendre sa place en moi, tout doucement, naturellement.
Alors, ça va, tout le monde ronronne à l'intérieur. Avez-vous réussi à faire ronronner votre âme? Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne semaine. Peut-être on va revoir ce week-end avec les plus jeunes, sinon le week-end d'après avec les moins jeunes. Et puis, ben voilà, quoi. Je vous souhaite une bonne destinée. Ne la ratez pas, hein, il n'y en a qu'une. Om Shanti, bonsoir.